Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à De l'auteur au libraire. Mon nom est Sarah Charbonneau et encore une fois cette semaine, on aura le plaisir de découvrir l'univers de trois auteurs que je vous présente à l'instant. Alors d'abord, Madame Simone Pius pour le livre Au-delà du temps. Simone, merci beaucoup d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Je poursuis avec les dames, Alain, vous m'excuserez. Madame Karine Chevrier pour le livre Résistance, tome 1, l'insoumission. Karine, merci beaucoup d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Et Alain, la cerise sur le Sunday, comme on dit. Monsieur Alain Thibodeau pour le livre L'an 2222. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Alors, on découvre ensemble aujourd'hui l'univers fantastique. D'abord, j'aimerais peut-être, avant qu'on parle de cette aventure-là pour vous, de l'écriture d'un livre fantastique, puis je dis fantastique, mais on va voir que vous voguez dans différents océans les uns les autres. Parlez-moi un petit peu de l'histoire de vos livres respectifs. Karine, je commencerai avec toi. Oui, donc, Résistance, c'est un espèce de drôle d'hybride comme roman. Comme tu disais justement, on a tous en commun qu'on est dans un univers imaginaire, science-fiction, fantastique, quoi que ce soit. Moi, j'ai écrit un livre que j'aurais aimé lire, qui, justement, permet une belle complexité en mélangeant différents genres. Donc, on est beaucoup dans le suspense. On frôle un peu le fantastique, la science-fiction et tout ça, puis à travers ça, il y a même de la romance. OK. Ça me permettait justement de créer un bel univers qui est complexe, qui permettait de m'amuser, de créer des personnages aussi qui allaient bien avec cet univers-là. Donc, pour faire une petite histoire courte, parce que bon, les auteurs, des fois, on est bon pour écrire 120 000 mots, on va essayer de garder ça concis. Puis je trouve tout ça toujours drôle quand je demande une petite histoire courte de votre grande histoire. C'est toujours très ironique comme question, mais quand même, je te laisse aller. Ben, pour un auteur, c'est souvent un exercice qui est assez difficile. Donc, pour faire une histoire courte, on suit l'histoire de Thomas, 23 ans, qui vient de s'installer à Montréal. Lui, en fait, il s'installe là il entame ses études à l'UQAM et tout ça. Et il va vite se rendre compte que l'univers tel qu'il le perçoit, ben, il y a un petit univers parallèle par rapport à ça. Il y a des gens qui commencent à s'intéresser à lui. Il se produit différents incidents, dont un meurtre et tout ça. Donc, il commence à se passer pas mal de choses autour de lui jusqu'au soir où il est sauvé in extremis d'une tentative de meurtre lui-même. Et là, il va comprendre qu'il n'y a pas seulement la réalité qu'il connaissait, il y a aussi une réalité parallèle. Et dans cet univers-là, finalement, il y a deux clans qui s'opposent. D'un côté, tu as les êtres humains et de l'autre côté, tu as tous ceux qui ne le sont pas. Il va découvrir qu'il en fait partie. Et là, de là découle une espèce de guerre là, sans merci où les deux clans vont s'affronter. Alors, c'est là que le fantastique embarque pas, puis après, Exactement. j'imagine. Exactement. Excellente introduction, la petite histoire courte a bien fonctionné. Simone, de votre côté? Oui, alors j'ai toujours été fascinée, moi, par l'idée qu'il existerait des espèces vivantes sur d'autres planètes. Toujours depuis ma toute petite enfance. Comme quoi, on n'est pas seul. On n'est pas seul. On ne sait pas ce qu'ils ont l'air, on ne sait pas ce qu'ils sont évolués ou pas. Alors, j'ai imaginé une histoire. Mais je vais t'avouer la vérité, c'est que les premières pages ont été écrites en 1989, alors qu'elle naissait. Non, elle n'était pas encore née. Mais, puis moi, Parce que je suis vieille. Moi, j'étais toute fraîche. J'ai 77 ans. Faites pas votre âge. Je vais Merci, vous le dire, c'est Simone. un beau cadeau qu'on me fait. Donc, en 1989, dans une épicerie, j'ai rencontré un homme qui est devenu le père de mon deuxième fils. Dans cette épicerie, donc, le début du roman, c'est ça. Je l'ai écrit en 1989. Les 4 premières pages relatent vraiment ce que j'ai vécu. J'arrive dans l'épicerie, je lui dis: «Quelle heure est-il?» Pour créer un lien, parce que je le trouve très beau. Parce que dans le temps, moi, j'étais fascinée par les beaux hommes. Il y en a plein ici de beaux hommes, hein? On en a un à côté de nous. Mais oui, Alain est bien entouré, là. Alors donc, je commençais comme ça, puis doucement, le personnage féminin qui attire donc le sculpteur, qui est là, Boris, qui est sculpteur de son métier, qui est très calme, très posé, un peu comme lui, j'ai toujours été attirée par des hommes plus calmes, plus posés. Alors, elle est attirée par lui, puis elle lui dit: «Il y a une marche pour la paix aujourd'hui.» C'était vrai qu'en 89, il y avait une marche pour la paix. «Est-ce que tu sais à quelle heure ça débute?» Ah, il dit: «Non, mais ils ont peut regarder dans ton journal.» Alors, ils étendent par terre le journal La Presse, puis ils regardent à quelle heure. Il n'y en a pas. Ils cherchent, ils ne le trouvent pas. Alors, elle dit: «Je veux absolument le revoir. Je veux le revoir.» Donc, elle lui donne tout de suite, elle écrit son nom, son numéro de téléphone sur un papier, elle lui tend. Il ne sait pas que cette Magali est une semi-terrestre, semi-extraterrestre, parce qu'elle a été fécondée par une extraterrestre de l'exoplanète Dar, D-A-A-A-A-A.
Alors, le reste, c'est de l'imagination. Le tout début, c'est la rencontre de moi avec le père de mon fils. Mais tout le reste, c'est de l'imagination. Donc, cette femme, Magali, elle le fascine. Il est complètement est habitué à faire des belles sculptures de femmes, de têtes, à la Modigliani, des très, très belles choses. Alors, elle lui dit, téléphone-moi. Il lui téléphone. J'aime ça comment tu nous regardes, hein? Mais là, T'es, ce serait gênant si je vous regardais pas quand même. Non, mais t'es très, très à l'écoute. Et on est porté à parler, t'as le tour. Alors là, j'imagine donc, Simone, on découvre donc la vie de Magali à travers justement son histoire, les rencontres qu'elle va faire. Puis où elle va Et être tout ça. emprisonnée parce qu'elle va tuer sa mère Xayo, qui dirige à New York le centre des Dianes. Alors, elle va être emprisonnée pendant 30 ans sur l'autre planète, sur une exoplanète, là où la vie est complètement différente d'ici. J'ai vraiment la conviction qu'on va découvrir beaucoup, beaucoup d'univers parallèles dans ce livre-là. Si vous me permettez, Simone, je laisserai un petit peu de place à Alain. Est-ce qu'on a une Magali dans votre histoire, Alain? Non? L'histoire de Jude, qui est un jeune garçon au début de l'adolescence. Il veut devenir une femme. OK. Alors, il commence à prendre des hormones et au tout début de son traitement d'hormones, il est convoqué à l'hôpital par une gynécologue qui lui demande des échantillons de son sperme pour conduire une étude sur la fertilité, OK. soi-disant. Alors, il fait ce qu'il peut, il donne quelques échantillons, il vieillit, il subit l'opération, les opérations, et c'est dans un temps beaucoup plus avancé. Donc, on peut même enfanter quand on devient une femme dans ces années-là, ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. Donc, il subit toutes ces opérations-là. Et quand tout est fait, la gynécologue le convoque à nouveau. Et maintenant, c'est Judith, cette superbe dame qu'on voit sur la couverture du livre. La gynécologue le convoque à nouveau et lui demande est-ce que tu aimerais faire une expérience un peu plus poussée? On te féconderait avec ton sperme. OK. Donc, d'avoir l'enfant. Alors, oui. OK. Alors, Judith deviendrait le père et la mère. Mais oui, c'est ça, j'allais dire. J'essaie de traduire le père et la mère en même temps, mais c'est vraiment ça, le père et la mère en même temps. Alors, c'est fait. Alors, ça donne Josette, une petite fille, qui grandit. Et tout ça, bon, ça se passe vers la fin du 22e siècle, début du 23e. C'est la fin du monde qui semble vouloir approcher parce que la planète se réchauffe. Et puis, parallèlement à mon histoire, il y a un caïd du crime organisé qui s'occupe de faire la migration vers l'Antarctique. OK. Et Judith va en venir à se demander si ce caïd-là, Clermont de Mers, n'aurait pas un rapport avec tout ce qui lui est arrivé, avec la fécondation qu'elle a subie. Alors, j'en dis pas plus que ça. Naturellement, il y a une surprise à la fin. Il y a une conclusion qui est très surprenante. Assurément. Avoir vos trois univers qui, ma foi, sont très éclectiques. Aucun ne se ressemble. Puis en même temps, j'ai l'impression que l'imagination n'a pas de limite à travers vos romans. Il y a de la fécondité, par contre, hein? Dans oui, le sien et dans le mien. Absolument, absolument. Qu'est-ce qui vous a amené, dites-moi, à écrire un roman fantastique, à écrire un univers imaginaire comme ceux-là? Ben, dans mon cas, il y a quand même comme 2 thèmes récurrents dans mon roman. Il y a tout l'aspect guerre, mais je voulais l'aborder d'une autre façon, dans une espèce de réalité parallèle qui permet justement de prendre des libertés, d'exploiter un thème qui est quand même connu, qui peut être assez lourd par moment, mais avec une petite twist qui est différente. Puis d'un autre côté, avec ce type de roman-là, je me suis aussi donné le défi parce que, bon, je ne le cacherai pas, dans mon univers, il y a des vampires, il y a des loups-garous, des métamorphes et tout ça. C'est un thème qui a déjà été très exploité en littérature, à la télévision, dans les films et tout ça. Le défi que je voulais me donner, c'était de vraiment le dépouiller de tous ces préjugés, clichés et tout ça, puis essayer justement d'en faire quelque chose de nouveau, d'inédit, de différent, d'où l'espèce de mélange là, entre les 2 thèmes pour créer quelque chose qui n'avait pas été fait jusqu'à maintenant. Qui est créé un 2.0 à partir justement de ce qu'on connaissait peut-être un petit peu plus. Il y a beaucoup d'a priori sur ces sujets-là, puis parfois, même quand je rencontre des lecteurs qui découvrent mon roman, mais ils ont des espèces de préjugés sur le fantastique. Puis moi, justement, mon travail, c'est d'essayer de ramener ça à un niveau qui est très terre-à-terre, parce que le roman est terre-à-terre. Okay.
Donc, justement, c'est ce qui lui permet peut-être de se différencier de ce qui a été fait jusqu'à maintenant. C'est intéressant. De votre côté, Alain, qu'est-ce qui vous a amené dans cette aventure-là? Ben, c'est un peu la même chose. On essaie d'apporter quelque chose à un genre qui existe déjà. Moi, je voulais parler de la fin du monde, mais je voulais pas que ce soit un drame ou de l'horreur. Parce que c'est souvent ça qu'on voit hein, de nos jours, c'est des explosions. Et je voulais pas ça. Moi, je voulais que ce soit plus positif, que Moins ce soit dramatique. même édifiant. OK. Alors, c'est ce que j'ai essayé de faire. Je peux pas dire en quoi c'est édifiant, parce que c'était la conclusion qu'on le voit. C'est la surprise. Mais c'est ça, mais c'était mon but, de sortir de l'horreur. Mais tout en gardant un suspense, parce que c'est toujours plus agréable de lire quand on a un suspense. Effectivement. Mais Simone, je serais curieuse justement que vous me parliez de cet univers-là, parce qu'il y a beaucoup de personnages, beaucoup d'histoires, beaucoup de liens. Vous, personnellement, en tant qu'auteur, comment vous avez envisagé ça, de cet univers-là fantastique? Moi, je suis une vieille de la vieille. Ça fait des livres que j'écris. J'ai fait des émissions de télévision, de radio, des voyages. J'ai vécu partout à travers le monde. J'étais journaliste partout. Donc, quand j'écris ça, maintenant, je relis ça. Ça fait 3-4 jours que je relis, parce que je suis en train de faire un troisième, là, de la suite de ça. Je suis surprise moi-même. Mais c'est mon imagination, mais aussi de la réalité. C'est deux choses. De voir comment vous avez connecté ça. Vous voyez un petit peu où je m'en vais, puis au retour de la pause, on va justement jaser du côté réel versus du côté fantastique, de vous, comment vous avez peut-être mis un peu de vous-même dans vos personnages, ou au contraire, si vous n'êtes pas allé là du tout. J'ai quelques petites questions par rapport à ça. On s'en reparle au retour de la pause. De retour à De l'auteur au libraire, on est dans l'univers fantastique, surréel, éclaté, j'ai envie de dire aujourd'hui, de vos 3 livres. Je les rappelle, Karine Chevrier avec le livre Résistance, tome 1, L'insoumission, Simone avec Au-delà du temps, ainsi que Alain avec l'an 2222. Alain, je serais curieuse de voir, dans votre livre, on a un personnage justement qui fait une transition pour devenir une femme. On voit son évolution, on a un petit peu de corruption aussi à travers l'histoire. Est-ce que vous vous êtes permis d'aller dans un peu de réel, un peu de votre histoire personnelle, un peu à quel moment il y a des ingrédients qui sont de vous ou pas du tout? Il n'y a absolument aucun ingrédient qui a rapport à ma vie. OK. C'était complètement de la fiction, c'était très, très loin de moi. Puis d'ailleurs, c'est agréable d'écrire quelque chose qui n'a aucun rapport avec soi. Qu'est-ce qui est intéressant en tant qu'auteur, justement, d'écrire quelque chose qui est... soi-même. Je pense que quand on est auteur, quand on veut devenir auteur et qu'on commence à écrire, on écrit habituellement sur soi-même. Okay. Je pense que tout le monde passe pas mal par là. On écrit son autobiographie ou quelque chose comme ça. Alors, j'ai passé beaucoup de temps à faire ça. Ça ne donne pas grand-chose parce que c'est toujours plate la vie d'un auteur. Ça vous parlait moins un peu? Ben oui. Mais là, d'avoir cette idée-là et d'être complètement à l'extérieur, c'était comme une liberté totale. C'était comme de se sentir vraiment comme un auteur qui invente des choses, qui invente du monde, qui invente une histoire. J'entends la même chose de ton côté, Karine? Oui, absolument. Ben moi, je dirais, étant donné que c'est un premier roman, veux pas, il y a une partie où je me suis inspirée de mon vécu, je me suis inspirée de ma perception du monde et tout ça, puis je crois que ça serait juste de dire que chacun de mes personnages ont tous une de mes qualités, un de mes défauts. OK. Et là, vous, Simone, de votre côté, l'histoire se passe en 1989, dans les débuts, si je ne me trompe pas, là, qui s'approprie à votre histoire à vous. Par contre, après, on tombe dans un univers qui est totalement de la fiction. J'imagine que vous vous êtes beaucoup amusé dans cette fiction-là. Oui, j'ai fait beaucoup de lectures. Je dois dire que j'ai lu sur la science. Mon fils est un scientifique, mais il était surpris. Jamais à l'école, j'aimais la science, mais j'ai plongé totalement dans la science. Les exoplanètes, la NASA, j'ai lu là-dessus comme une bonne. Fait que vous êtes sorti de votre zone de confort, là. Tout à fait. Okay. Je lisais beaucoup. Et je dois avouer que mon chum était celui qui écoutait. Il écoutait, je lui lisais des bouts, il écoutait, il appréciait. C'est très important d'avoir un lecteur. C'est un petit peu votre aiguille, là. Oui, c'est intéressant le mot aiguille. Et voilà. Oui. Est-ce que dans l'univers fantastique, il y a des limites qu'on peut atteindre ou au contraire, ce n'est que votre imaginaire? Ce n'est que l'imaginaire. Qui est une limite, oui? C'est ça, aucune limite. Aucune limite. C'est ça qui est merveilleux. On y va
librement. C'est un roman d'anticipation en même temps, parce que la Terre va très, très mal, donc ça s'en va vers ça, et en même temps, un roman de science-fiction. En même temps, c'est la psychologie aussi, parce qu'il y a une mère, une fille, il y a l'amour, mais c'est l'amour qui domine tout. J'ai voulu qu'on voit que l'amour va au-delà du temps d'Aïen, au-delà du temps terrien. L'amour mange tout. L'amour est là, qui va survivre à nous. Moi, je crois à la vie de la conscience après la mort. Je pense pas que ça va être terminé. Après la mort du corps, ce corps-là, fini, mais la conscience demeure. Mmh. Vous parlez de psychologie, Simone, vous aussi, de part et d'autre, dans vos personnages, il y a un processus psychologique qui est là, qui est important, que je pense justement à toi, à toi, Karine, ou encore à vous, Alain. Il y a une évolution qui est faite au niveau psychologique là, pour chacun de vos personnages. Oui, absolument. Puis moi, mon roman s'inscrit dans un peu la thématique de l'élu. Donc, on se retrouve dans la situation où mon personnage principal, Thomas, va finalement comprendre qu'il y a un rôle important à jouer dans l'histoire. Mais ce qui était très crucial pour moi, c'était de créer non seulement un personnage qui est complexe avec des réactions naturelles, mais ce que je trouve un peu plate dans certaines œuvres fantastiques, quand on arrive devant la situation de l'élu, c'est que souvent les personnages vont accepter leur sort, puis c'est juste « Ah, c'est parfait! » Puis ça saute à pieds joints là-dedans, puis il n'y a pas de problème. Bien, moi, en ayant un background en travail social puis en psychologie, je voulais que mon personnage ait des réactions plus authentiques par rapport à ça. Donc, mon personnage, il va boquer, il va dire non, il va se rebeller, il n'acceptera pas son rôle d'emblée. Puis je trouvais que ça apportait une belle dimension à l'histoire, comme je disais, plutôt que « Ah, pas de problème, puis on s'en va tirer sur du monde, on s'en va se battre, puis parfait, je lâche ma vie d'étudiant, puis go, on y va. » là. Donc, de sortir de cette logique-là que pouvait apporter le fantastique. Exactement. Puis aussi, j'aime m'amuser avec le concept de bon et de méchant. Dans mon roman, je crois pas qu'on peut dire qu'il y a un bon puis qu'il y a un méchant. Les deux camps s'affrontent, mais les deux camps ont leurs valeurs, leurs motivations, puis chacun va croire à sa mission comme quelque chose qui est tout à fait plausible, qui est tout à fait approprié. Puis ça va même motiver certains gestes qui sont vraiment violents, qui sont à la limite de la moralité, mais pour eux, c'est normal, c'est naturel, puis finalement, ça s'explique par leur mission. Par leur mission. Exact. J'aime ça. De votre côté, Alain, le concept de bon et de méchant est-il présent dans votre livre? Oui, il est très présent, mais je ne peux pas en parler beaucoup à cause de la conclusion qui est une surprise. Mais j'aimerais parler du fait qu'on se met pas de limite quand on fait de la science-fiction. Ouais. En fait, moi, c'est de l'anticipation. C'est pas de la science-fiction avec des vaisseaux spatiaux, là. C'est de l'anticipation. Mais c'est qu'on doit quand même rester réaliste. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Je me suis demandé, bon, j'ai une histoire, mais je dois la mettre dans cette époque-là, qui est à la fin du 22e siècle, début du 23e. Comment est-ce que ça va être le monde à ce moment-là? Et ce que j'ai déduit, c'est que ce serait un monde de femmes. Un monde où est-ce que les femmes ne revendiqueraient plus rien, parce qu'elles n'ont plus rien à revendiquer, elles sont à la tête. Comme les hommes l'ont été si longtemps sans se poser de questions, les femmes le sont maintenant sans se poser de questions. C'est ce que j'ai trouvé comme univers là, pour ce temps-là. Donc, c'était quand même des limites que je me mettais, de rester réaliste, mais évidemment avec ma pensée à moi, parce qu'on ne sait pas comment est-ce que ça va être. Mais c'est là-dessus que je me suis appuyé. Que vous vous êtes basé. Je trouve ça très intéressant de savoir que c'est vous-même, en tant qu'auteur, qui mettez vos limites dans cet univers-là, fantastique-là. Au retour de la pause, si vous me permettez, on va jaser du message. Parce que j'ai remarqué qu'à travers chacun de vos livres, on était capable de retenir un message. On se dira pas lequel quand même, on veut se garder un suspense, mais je suis curieuse de voir comment vous avez approché tout. Restez là. De retour à De l'auteur au libraire, on poursuit bien sûr dans l'univers fantastique de vos 3 œuvres. Je sais que certains parmi vous ont plusieurs tomes à leurs œuvres, d'autres seulement un tome. Je pense à vous, Alain. Est-ce que c'était important pour vous de laisser transparaître un message ou une petite leçon à travers vos œuvres? Alain? Oui, Oui. mais ça s'arrête là. Je ne peux pas en dire plus, sinon ce serait de divulgacher la conclusion. Est-ce qu'il y avait quand même un désir, peut-être, que vous aviez en tête pour votre lecteur? Quelque chose que vous vouliez laisser comme trace avec ce livre-là? Comme trace, je ne sais pas. Non, je dirais peut-être pas comme trace, ce sera peut-être un peu prétentieux, mais je veux que le lecteur ait du plaisir, autant à le lire que moi j'en ai eu à l'écrire.
Je pense que c'est ça, c'est comme une conversation, hein. Quand on est l'auteur, on lit beaucoup de livres, c'est comme d'écouter les gens qui Mmh. parlent, puis à un moment donné, on a quelque chose à dire, alors on le dit. Karine, de ton côté? Ben, de mon côté, je dirais, bon, vous l'avez compris, la guerre, c'est quand même un thème qui est récurrent dans le roman. Le message que je voulais surtout passer, tu sais, le roman reste un suspense, il y a beaucoup d'action, c'est un bon divertissement, mais je voulais aborder cette question-là, puis toute la notion d'endoctrinement, ce que les gens sont prêts à faire quand ils croient à une cause, puis vraiment permettre aux gens, tu sais, de réfléchir à l'aspect moral de ça, parce que des guerres, il y en a eu, il va toujours en avoir, mais c'est important de prendre le pas de recul par rapport à ça, d'analyser froidement qu'est-ce qui s'est passé, les gestes que les gens ont posés. Puis, comme on dit toujours, ben, si on ne tient pas compte de l'histoire, on va être porté à la refaire. Mais tu sais, je vais permettre aux gens justement d'avoir une réflexion à travers ça. Puis bon, ils ont passé un bon moment, il y avait bien de l'action, ils ont eu bien du plaisir, mais qu'il reste quelque chose après la lecture comme ça. Qu'on puisse se questionner puis réfléchir justement aux valeurs qui sont véhiculées, puis à l'intolérance et tout ça. Faire poursuivre notre imaginaire dans peut-être quelque chose d'un peu plus complet. Exact. De votre côté, Simone, est-ce que vous aviez ce désir-là aussi de faire passer un message? C'est-à-dire pas faire passer un message, mais c'est l'amour qui domine là-dedans. Et puis à mesure que maintenant que je le relis, je vois que c'est ça. C'est l'amour qui doit alimenter tous nos jours, Mmh. complètement. L'amour dans le présent. L'amour aussi bien de la femme qui est à la banque, que la laveuse de plancher, que le petit garçon qui passe sur la rue, que le vieillard qui se promène avec sa canne. L'amour, c'est là, c'est partout, partout. Et cet amour est en nous et il sort de nous. Puis c'est sûr que je dis souvent à mon âge, parce que j'ai quand même vécu 77 années, donc j'ai vécu toutes sortes de choses et je m'aperçois vraiment en vieillissant que c'est l'amour qui est important. Mmh. C'est ça qui est important. Je sais qu'il y a d'autres tomes à travers vos Oui. ouvrages. Est-ce que cet amour-là s'y retrouve aussi? J'imagine que oui, hein? Parce que ça, c'est le premier tome. Le deuxième tome, c'est la sélection finale. Ils vont choisir les 500 personnes qui vont aller sur l'autre planète qui seront sauvées. Et le dernier tome, c'est le vaccin d'immortalité. Les gens, on le sait, ne veulent plus vieillir, ne veulent plus mourir. On ne veut plus. Mhm. Donc, on va regarder ça. Je suis en train de l'écrire, là. Ça, quand tu m'as dit, Simone, t'es invitée pour parler d'au-delà du temps, j'ai dit quoi? Je suis dans l'autre. Oui, puis l'autre sort au mois de mars, le prochain, la sélection finale. Et puis le vaccin d'immortalité, je suis rendue à la page 105. Donc, je suis vraiment plongée là-dedans. Comme quoi vous êtes dans les projets, j'adore ça. Karine, est-ce qu'on peut espérer une suite? Absolument, Ouais. absolument. En fait, le tome 2, il me reste seulement quelques chapitres à écrire et on prévoit là, l'apparition au mois de janvier. Donc, on va déménager. Dans le tome 1, on était à Montréal. Là, on va se déplacer à New York. Puis de tome en tome, ben, on va comprendre toute l'ampleur de la machination qu'il y a autour de ça, puis à quel point c'est vraiment développé au niveau international. J'aime ça. Alain, en terminant, des projets qui s'en viennent? Oui, il y en a un, de l'horreur cette fois-ci. Oh! Tantôt, je disais que je voulais faire quelque chose sur la fin du monde en enlevant l'horreur. Mhm. Ben là, pour le prochain, c'est de l'horreur. J'aime beaucoup l'univers et les différents univers dans lesquels vous nous amenez tous les trois. Je rappelle bien sûr vos 3 livres. Alors, Karine, pour débuter, Résistance, tome 1, L'Insoumission. Simone, bien sûr, avec Au-delà du temps, ainsi que Alain avec l'an 2222. Merci de nous avoir amenés dans vos univers respectifs aujourd'hui. Je sens qu'on aurait pu aller loin, 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 loin dans toutes ces belles idées-là, mais on va se laisser le plaisir de découvrir le tout. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Merci à vous. Je remercie encore une fois cette semaine les résidences Château-Bellevue pour leur accueil, bien sûr la résidence Saint-Nicolas II où on se situe. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour encore plus d'imaginaire et d'auteurs bien de chez nous.